Nicole Hardy de Saint-Nicolas, dans l'arrondissement de Lévis, est une femme qui mord dans la vie à 100 000 à l'heure. Elle a œuvré toute sa vie à titre de conseillère en voyage et d'intervenante à la DPJ. Grande voyageuse, elle a visité 50 pays. Toutefois, son enfance et sa jeunesse ont été parsemées de moments très difficiles. Voici l'extraordinaire histoire de Nicole Hardy. Je suis née à New Liverpool. C'est un petit secteur en périphérie de Saint-Romuald. Et puis, je suis la quatrième, je suis la dernière, en fait, d'une famille de 4 enfants. Fait que j'étais un peu protégée par les 3 autres. Puis, mon père travaillait au chantier à la Davie. Ma mère, elle, pour boucler les fins de mois, elle gardait beaucoup d'enfants. Donc, on était de classe moyenne par rapport à l'époque. Et puis, on était très marginalisés un petit peu parce que, compte tenu du secteur, c'était en bord du fleuve. Fait qu'il y avait beaucoup de familles plus aisées qui s'installaient. Et mon père gardait énormément d'animaux. Des coqs, des poules, des bernaches, on avait des chats, on avait comme piscine un énorme canot. C'était notre piscine, fait qu'on était très marginalisés. Mon père et ma mère avaient une différence d'âge importante, 14 ans. Alors, quand ma mère a annoncé que j'arrivais, j'étais la quatrième, ça n'a pas fait l'affaire. Fait que ça commençait pas bien pour moi, comme ma mère m'expliquait. Par contre, entourée d'enfants, il y avait beaucoup de conflits, mais je le voyais plus ou moins parce que mon père, il s'impliquait pas, je le voyais pas souvent. La semaine, il était au travail. La fin de semaine, il quittait, il allait rejoindre ses amis à son camp de chasse. Puis, donc, mon enfance n'a pas été heureuse ni malheureuse. Je vivotais là-dedans avec les enfants. Je me réfugiais beaucoup avec les enfants que ma mère gardait, puis les animaux que je prenais soin. Donc, j'ai évolué là-dedans. Puis, à un moment donné, il y a une petite ombre dans mon enfance et mon ami et moi, on s'est fait abuser sexuellement par un vieux voisin. Là, ça, ma mère, qui a eu connaissance de ça, a beaucoup été troublée par ça. Moi, c'est un peu flou parce que j'avais 5 ans. C'est un peu flou, mais j'en garde toujours quand même, quand ça me revient à l'idée, un sentiment désagréable puis humiliant avec tout ce que ça l'a engendré comme problème entre mes parents. Et puis, ma mère étant une ancienne religieuse avant de marier mon père, ça a été encore plus dramatique. Donc là, les conflits ont commencé. Les querelles étaient fréquentes entre mon père, ma mère, entre ma mère et ma sœur, qui avait 8 ans plus âgée que moi, qui rentrait dans l'adolescence. Donc, il y avait beaucoup, ça brassait beaucoup. À l'école, moi, ça allait bien, sauf que, c'est ça, j'étais entourée de bonnes petites amies. Puis mon frère le plus vieux m'évitait de voir bien des choses. Des fois, je me souviens qu'une fois, les vitres pétaient dans la maison, puis il m'avait fait une genre d'igloo pour que je m'en aille dans mon igloo pour que je voie. Quand il se passait de quoi, il allait me mettre dans l'igloo dehors. Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai pas été traumatisée tant que ça, sauf que c'était toujours une ambiance malsaine, puis tout le temps triste, même les Noëls. Je me souviens pas de Noël familial heureux. C'était vraiment toujours d'une tristesse ou vraiment des désaccords. Ma mère, par contre, souvent, elle mettait beaucoup de musique à la maison. Quand mon père était pas là, elle mettait de la musique, mettait un peu d'ambiance. Mais ça a fait qu'à un moment donné, il est arrivé qu'est-ce qui devait arriver. Ça fonctionnait pas. Ça a peut-être bien été en 2 ans entre mon père et ma mère. Puis elle a décidé de se séparer. Puis on a quitté à ce moment-là pour vivre à Saint-Romuald. Alors, ma mère se sépare, décide de faire le grand saut. Et puis ça aussi, c'était très spécial à l'époque parce que les causes de séparation, c'est beaucoup la violence conjugale ou l'adultère, puis c'était pas ça du tout. Fait que donc, elle a allégué la cruauté mentale de mon père. On a quitté la maison, elle a laissé mon frère 4 ans plus vieux avec mon père. Et puis, là, ça a été le déménagement.
Donc, quand on s'est installé à Saint-Romuald, j'avais 11 ans et demi, presque 12. Ça a été pour moi un soulagement parce que c'était fini les querelles, la tristesse, toujours appréhender ce qui allait se passer. Puis, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait pour moi. J'ai 3-4 amis que, tranquillement, m'ont suivi un peu. Ils venaient me visiter à Saint-Romuald. Mais ma mère ayant été victime un peu de préjugés parce qu'à l'époque, on ne se séparait pas. Toutes les pressions qu'elle a eues. À un moment donné, bien, mes amis d'enfance on s'est un peu éloignés. Et là, je me suis mis à me tenir avec des gens plus âgés que moi. Je me suis mis à garder des enfants. Donc, à 12 ans, je fumais la cigarette. Première expérience. Deuxième expérience excitante, on touche à l'alcool. Bon, tranquillement, pas vite, on touche aux drogues douces. Et puis, heureusement, je me tiens avec des personnes plus âgées de 5-6 ans, de plus que moi, mais qui sont très corrects, là, de milieu, de bons milieux, puis des gens corrects qui me prennent un peu sur leur aile, puis qui me surveillent dans tout ça, mais qui me laissent aller. Et ma mère, au grand désespoir, avec tout ce qu'elle avait vécu de son divorce, avec tout ce qu'elle avait vécu comme pression, puis moi qui perd le contrôle sur moi un peu. Bon, elle attente à sa vie, elle fait une tentative de suicide, c'est moi qui la trouve. Alors là, je subis la culpabilité de la famille de ma mère. J'ai longtemps subi ça. J'ai longtemps traîné cette culpabilité-là, mais j'étais tellement dans mon monde que j'ai continué. Puis je gardais des enfants. J'ai même pris une petite fille sur mon aile pendant des années. C'était comme ma petite fille, je la traînais partout. Je gardais 3 enfants, une dame qui avait un magasin de couture. Donc, même avec tout ce qui se passait, je continuais à l'école. C'était paradoxal parce que j'étais délinquante, mais aussi j'avais le sens des responsabilités parce que j'avais beaucoup de place où je gardais, puis les gens m'aimaient beaucoup. Alors, à 14 ans, j'ai commencé aussi à travailler. En plus de garder des enfants, je travaillais dans une imprimerie au Juvénat-Saint-Romuald. C'est une congrégation de frères. Et puis, il y a un frère qui m'avait pris sous son aile. Donc ça a fait paniquer ma mère. Je continuais à garder des enfants, je continuais à consommer. Elle perdait complètement le contrôle et elle était... elle m'en faisait voir de toutes les couleurs, elle me traitait beaucoup de tous les noms, qu'il m'allait m'arriver plein d'affaires, que j'allais me ramasser dans le canal, que c'était beaucoup de menaces continuelles. Fait que plus elle faisait ça, plus je m'enfuyais dans toutes les évasions possibles. Et puis par la suite, j'ai commencé à travailler dans une autre imprimerie. Et là, j'étais chef d'équipe de soir, les fins de semaine, faire de l'encartage de journaux et ils m'ont permis d'engager ma gang de filles. Ça a été une belle période. C'était une période où j'ai pris beaucoup d'affirmations. Mes employeurs m'encourageaient beaucoup par rapport à la relation que j'avais avec ma mère. Et puis, j'ai commencé à fréquenter un homme de 14 ans plus vieux que moi. Une chose, ma mère, mon père avait 14 ans et moi, cet ami-là, 14 ans aussi de différence. Et là, c'est là ma mère en a eu son top. Donc, elle a fait appel aux services sociaux pour me placer en centre d'accueil jusqu'à ma majorité. Alors, j'avais 14, j'arrivais à 15 ans. Là, ma travailleuse sociale, on faisait beaucoup de rencontres, elle m'évaluait, n'était pas d'accord avec ça. Donc, il y a eu des rencontres entre moi et les services sociaux, des équipes multidisciplinaires qui appelaient. Et ma mère également, on a été évalués chacun de notre côté pour en venir que les centres de services sociaux ont rendu leur décision, m'ont retiré de chez ma mère pour cruauté mentale et j'ai eu ce qu'on appelle une émancipation à l'âge de 15 ans et demi.
La décision, en fait, des services sociaux de me donner mon émancipation, ce que ça veut dire, c'est que je deviens autonome avec tous les droits que les adultes peuvent avoir, sauf de fréquenter les bars, sauf que je le faisais déjà depuis quelques années. Ça me permettait d'aller en appartement, d'avoir une auto, d'occuper un emploi, de prendre mes propres décisions. Donc, j'ai quitté l'école pour conserver mon emploi à plein temps à l'imprimerie. Alors là, je suis seule en appartement, tout va bien, je suis heureuse, je me sens libre, liberté totale, plus de pression de ma mère qui me traite de tout et non. Et puis, je continue à travailler, puis là, je me tiens quand même assez tranquille parce que j'ai quand même mes preuves à faire. Mon employeur avait pris ma défense un peu pour que je réussisse à avoir mon émancipation, donc ma liberté. Donc, pendant 1 an, je continue à fréquenter cet homme-là, là, qui est plus âgé que moi, mais de façon un peu anonyme. Mes amis sont plus ou moins d'accord avec cette fréquentation-là, sauf que je continue à faire à ma tête comme j'ai toujours fait à ma tête. Et puis là, jusqu'au jour où, à 16 ans et demi, j'apprends que je suis enceinte, je suis au travail. J'étais avec mon équipe de travail, mon équipe de filles, et puis c'est un choc total. Mon chef d'équipe vient me voir et là, je dois prendre la décision de ce que je fais avec cet enfant-là à 16 ans et demi. Ça dérange les choses, sauf que j'ai tellement été proche des enfants toute ma vie que pour moi, c'est inconcevable de penser à l'avortement. J'y vais plus pour la décision de le garder, de le prendre en charge. Donc, je travaille jusqu'à 7-8 mois de grossesse. Et puis, le père, n'ayant pas d'emploi, vivant d'aide sociale et la vente de drogue, décide de se prendre en main, mais le milieu de la drogue étant prenant sa place, ça fonctionne pas du tout. Il devient très jaloux quand il n'est pas à la maison, il s'occupe pas de l'enfant. Moi, je commence à frayer un peu avec différentes gangs de motards de mon côté. Donc, je décide de le laisser parce que la violence est présente. Je peux pas dire qu'il me battait. On se battait, je me défendais beaucoup. Donc, c'est pas moi qui avais le dernier mot bien souvent. Fait que ça faisait mal bien souvent, trop souvent. J'ai tenté de m'éloigner. Ça a duré 8 ans avant d'être capable de m'en défaire complètement parce qu'il était toujours dans le décor. Donc, j'oubliais des relations autres parce que c'était un danger pour moi, tellement il était violent. Il a tenté 2 fois ma vie en présence de des amis à moi. J'étais tellement entourée de gens que ça le mettait toujours hors de lui, donc il consommait. Lorsqu'il avait consommé trop, il arrivait à la maison, cassait des vitres, me menaçait. Mon fils qui voyait tout ça à travers de ça, j'ai eu un enfant extraordinaire qui était doux, gentil, adorable. Le fait qu'il voit tout ça m'affectait beaucoup. Donc, vraiment, j'ai pris parti de me joindre à un milieu de motards criminalisé, puis je virais beaucoup là-dedans. C'est sûr que j'aurais pu mal tourner, mais je gardais toujours ma responsabilité envers mon fils, était très importante. Puis, tantôt, quand je parlais que la vie aurait été tout autre si j'avais été en centre d'accueil, c'est sûr que j'aurais peut-être pas tombé enceinte, sauf que connaissant mon caractère, j'aurais plus mal tourné que dans tout ce que je me suis engagée au cours de ma vie, parce que j'ai eu la chance de rencontrer toujours des bonnes personnes, même dans le milieu criminalisé, c'est des gens qui m'ont poussée à retourner à l'école. Donc, je suis retournée finir mon secondaire, mon enfant était en bas âge. Alors, à une certaine période, j'ai eu recours à l'aide sociale
pour m'aider financièrement. Et puis là, j'avais réussi à avoir mon secondaire. J'y allais par les soirs à temps partiel. Puis là, ben, j'ai adhéré à un programme qui s'appelait le retour aux études postsecondaires pour les familles monoparentales. Donc, j'ai choisi le travail social, une technique de travail social, parce que je me sentais, avec le vécu que j'avais, en mesure peut-être d'apporter quelque chose à des gens qui vivaient des situations difficiles. Pendant mes stages, ça a bien été, très bien été. J'étais... à l'époque, j'avais 27 ans, et puis là, je fréquentais le cégep. Moi qui aimais les parties, je fréquentais le cégep avec des jeunes qui en avaient 16-17. Normalement, c'est à cet âge-là qu'on est à l'école. Donc, les parties, en veux-tu, en v'là, fait qu'on continuait dans ce sens-là. Je mêlais un peu de tout. J'étais déterminée à avancer, puis ça allait bien. Pendant mes stages, j'ai fondé la Maison des jeunes à Saint-David. Puis, malgré tous mes côtés délinquants, je continuais quand même comme une double vie, on peut dire. Les fins de semaine m'appartenaient, donc la semaine, je m'impliquais beaucoup dans ces milieux-là pour aider les gens. Ensuite, quand j'ai fini mes études, j'ai été engagée par l'aide sociale, le ministère Travail Québec à l'époque. Je me souviens qu'à l'entrevue, j'avais un peu marqué mon employeur parce que j'avais été très franche. La subvention étant minime, en tout cas, j'avais détecté une lacune dans le programme et donc j'ai fait en sorte de réussir mon cégep de façon un petit peu détournée. Donc, j'ai été engagée à l'aide sociale en 90. Et puis à ce moment-là, le père de mon enfant était encore présent, mais là, Denis est arrivé dans le décor, mon nouveau conjoint depuis 34 ans. Et puis là, j'ai décidé que c'était assez, qu'on devait mettre fin à cette... parce que, à un moment donné, tu t'es démoli de tout ce que tu subis. Il faut que tu te reconstruises, puis c'est pas en tentant toujours d'arranger les choses avec un homme qui n'en est pas capable. Donc, ça a été, je vais exempter les détails, c'était très violent et très brutal, la rupture. Mais je me suis fait aider par un avocat, puis le milieu policier pour mettre fin définitivement. J'ai commencé la relation avec Denis. Denis travaillait au CN. Par la force des choses, j'ai cessé toutes mes activités illicites, comme on peut dire, pour me ranger, sans toutefois arrêter les parties. Ça a toujours fait partie de moi, avec tous les festivals, j'étais un peu comme partout. Pour moi, c'était très, très important. C'était là ma soupape. Ensuite, on s'est acheté une maison. Et puis, Denis, un an après être rentré dans notre nouvelle maison, a subi un accident de train, a perdu une jambe. Fait que ça a été un nouveau gros coup dur pour moi parce que à cette époque-là aussi, même si tout semblait aller pour le mieux, je m'occupais aussi de mes deux parents vieillissants, mon père étant très dépendant à tous les niveaux, analphabète, en tout cas, tout au niveau, c'était à tous les niveaux, donc je m'occupais de lui faire son manger, son ménage, ses commissions, il n'y avait pas d'auto. Donc j'avais ça, la réadaptation à Denis, mon fils qui rentre dans l'adolescence, mon emploi. Donc, avec toutes ces occupations-là, j'ai eu la brillante idée, j'avais déjà voyagé, j'ai eu la brillante idée de suivre un cours de conseillère en voyage. En même temps qu'on décidait aussi de se construire une nouvelle maison pour que la maison soit plus adaptée à la nouvelle condition de Denis. Ce qui fait en sorte que j'approchais de la quarantaine, j'ai piqué du nez, puis j'ai fait vraiment une grosse dépression majeure. Ça a été très, très difficile. Je cumulais tellement de stress depuis des années que quand j'ai consulté la psychologue, elle me disait, la première rencontre, qu'elle était fatiguée même d'entendre tout ce que j'avais vécu depuis que j'étais au monde. Donc, c'était normal que j'étais à plat.
J'avais des idées noires, ça a été très dangereux. Une chance, j'avais Denis qui était très tolérant, compréhensif. Je suis arrêtée de travailler 6 mois complètement, impossible de fonctionner à tous les niveaux. Donc, j'ai consulté pendant ces 6 mois-là. J'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai lu, j'ai fait de l'introspection, je suis revenue en arrière, j'ai pris du recul sur beaucoup de choses parce que j'avais toujours passé vite tout ce que je vivais. Finalement, je m'en suis sortie. Par la suite, j'ai eu encore les projets. J'ai décidé d'acheter 2 immeubles à logement pour, n'ayant pas le même revenu que mon conjoint. Je voulais vraiment être autonome financièrement. Ça a toujours été très important pour moi. Donc, si je voulais prendre ma retraite en même temps que lui, j'ai investi dans 2 immeubles à logement que j'ai gardé un 5 ans, l'autre 10 ans et que j'ai fait un bon profit. Donc, j'ai travaillé 29 ans au ministère de l'Emploi. 20 ans, j'ai cumulé les 2 emplois, aussi comme conseillère en voyage, des 70-80 heures par semaine. Je me suis amusée en masse, j'ai continué mes parties, j'ai continué à voyager. Et puis j'ai aussi réalisé, après la prise de mes 2 retraites, j'ai réalisé deux projets qui me tenaient à cœur, c'est ceux de faire des projets missionnaires. Donc j'ai fait 1 mois au Guatemala, dans des milieux défavorisés, sur des chantiers dans les montagnes pour la construction de maisons. Donc ça a été très difficile physiquement, mais j'en suis très fière. J'ai fait aussi un autre séjour d'1 mois dans un monastère. Ça, c'est de la coopération internationale auprès de sœurs cloîtrées vieillissantes. Donc, on allait aider ceux qui étaient malades, faire le ménage, etc. Donc, tout ça aussi, ça s'additionne à mon désir de voyager. On a visité près de 50 pays. Mon amour du voyage est toujours là. J'ai l'intention de continuer à en faire. On passe présentement l'hiver, une grosse partie de l'hiver au Mexique. Puis l'été, on a un campeur, donc on vagabonde dans tout le Québec. On découvre notre merveilleuse province. Donc, je me considère chanceuse malgré toute la vie que j'ai faite. Je pense que je tenais quand même sur une bonne étoile parce que j'ai toujours tombé sur des bonnes personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue. J'ai encore des très bons amis alentour de moi. Ce qui fait qu'il n'y a rien de parfait. Les démons reviennent souvent. La déprime est facile quand on vit quelque chose de difficile. J'ai pas le soutien d'une famille. Le soutien, c'est toujours mon conjoint, mon fils, sa famille. J'ai 2 adorables petites filles qui sont pour moi des trésors. Bon. Et puis, c'est ça. Je continue. Je trouve que c'est ça la vie. Il faut toujours foncer. Il faut toujours croire. Croire en soi, croire la force de la vie, l'amour. C'est ce qui compte le plus. Nicole Hardy a toujours gardé espoir en une vie meilleure. Elle voulait être heureuse et elle a réussi. Pour y arriver, elle a pris du recul. Elle a fait beaucoup d'introspection, de lecture et demandé de l'aide. Elle travaille encore fort pour garder son équilibre, car se reconstruire est la quête d'une vie. Elle a transformé ses faiblesses en éléments positifs qui l'ont menée vers de beaux accomplissements dont plusieurs ont bénéficié. C'est ça la vie.